Et merci infiniment d'avoir relayé ces témoignages. On va évidemment continuer à parler de cette guerre et de ses conséquences et de ses implications également. Je vais vous donner des noms de marques: Danone, Auchan, Decathlon, Leroy Merlin. Ce sont des entreprises, des groupes français qui actuellement sont toujours présents en Russie et qui font face à une pression qui s'accentue de la part du président ukrainien qui les appelle à quitter ce pays, de la part aussi de la société civile. On va en parler avec nos invités présents sur ce plateau. Bernard Millet qui est toujours avec nous, ancien diplomate français. En face de vous, Jean-Marc Sicuto, délégué CFTC pour Leroy Merlin. Bonsoir et bienvenue. Et également connecté avec nous Sylvie Matelli, économiste, directrice adjointe de l'IRIS, auteure de Géopolitique de l'économie, 40 fiches illustrées pour comprendre le monde. Dans un instant, je vais vous donner la parole à tous, mais avant cela, si vous le voulez bien, on va partir en Ukraine, à Lviv, où se trouve Majid Kiat. Majid, que pensent les Ukrainiens du boycott des sociétés qui continuent à fonctionner en Russie ? C'est un sujet de conversation dans les rues de Lviv, le boycott des produits d'enseigne qui commercent encore en Russie. Alors Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, l'a évoqué devant les parlementaires suisses en visant notamment le géant Nestlé, mais il y a également des marques françaises qu'on nous évoque ici comme Decathlon ou encore Auchan. Difficile de chiffrer l'impact économique de ce boycott. Je vous propose d'écouter des habitants de Lviv sur le sujet. J'ai renoncé à consommer des produits Nestlé. Par exemple, ils vendent des nouilles qui ne sont pas chères et rapides à cuire. Avant, je les achetais assez souvent, mais là, j'ai trouvé d'autres produits similaires. Métro, Auchan, Nestlé. Pourquoi ? Si on continue d'acheter ça, on soutient l'économie russe qui finance leurs objectifs militaires. Plus ils ont de l'argent, plus longue sera leur agression. C'est comme si on finançait directement nous-mêmes la guerre en Ukraine. Alors on va essayer de ne pas acheter leurs produits pour qu'ils quittent la Russie. Vous avez entendu Jean-Marc Sicuto, ces témoignages qui ont été recueillis en Ukraine, donc par notre envoyé spécial. On va parler évidemment dans un instant de Leroy Merlin, mais plus généralement, est-ce que vous comprenez ce mouvement de boycott des Ukrainiens sur des entreprises, certaines françaises, qui continuent à fonctionner en Russie? Moi, je le comprends parfaitement. On serait dans la même situation. On prendrait des missiles aujourd'hui en permanence et des bombes. Je crois qu'aujourd'hui, on aurait les mêmes réactions. Et aujourd'hui, on est en souffrance, et je suis en souffrance aujourd'hui parce qu'il y a mes collègues ukrainiens. Moi, j'ai des visages. Aujourd'hui, je les ai vus en réunion. Donc aujourd'hui, les sentir désespérés. Et dans la situation, il y a des morts tous les jours. Donc on essaie de rester en contact avec eux en permanence et même aussi de les exfiltrer pour certains, pour les replacer dans d'autres magasins en Pologne, en Roumanie. Mais voilà, mais ça c'est une réalité, c'est le terrain, c'est une guerre, c'est atroce. Et aujourd'hui, je comprends parfaitement le peuple ukrainien qui boycotte les marques aujourd'hui. Il n'y a pas de mots pour dire les choses. Bernard Millet, elle est justifiée cette pression sur les entreprises et les groupes qui continuent à fonctionner en Russie, selon vous? Mais, je veux dire que souvent dans ce type de situation, ça a été le cas dans d'autres pays, c'est le boycott de la population qui peut faire bouger les choses face à des puissances économiques, des fonds de pension, des groupes qui ne veulent pas bouger ou qui sont très prudents. C'est vrai qu'en Russie aujourd'hui, on le voit bien sur McDonald's, toutes les menaces sont faites de la part des autorités russes, à la fois de poursuivre les entreprises qui sortent du pays, de les exproprier, de les nationaliser et même de bafouer les droits de propriété intellectuelle. C'est-à-dire qu'ils menacent de dire on va créer un McDo exactement avec le même sigle qui sera purement russe, et le McDo étranger n'aura plus jamais aucun droit dans le pays. Donc parfois, les entreprises se posent un certain nombre de problèmes parce que les investissements ont pu être très lourds, et ils s'interrogent sur l'avenir. C'est une évidence. Mais la pression des opinions publiques, dans un sens éthique et moral, est tout à fait compréhensible. Alors, est-ce que d'ailleurs, ça se limitera à l'Ukraine? Est-ce que ces mêmes groupes ne vont pas avoir des difficultés demain en France ou dans les pays voisins,
et là je me tourne vers le syndicaliste, qui est de se dire l'opinion française heurtée par cette situation en Russie, se dit en France, bon, on va aller chez Carrefour plutôt que chez Auchan. Effectivement, c'est un risque risque qui peut se produire. Qu'on va aborder dans un instant, mais avant j'aimerais donner la parole à Sylvie Matelli, parce qu'on voit bien un début de mouvement de boycott. En Ukraine, on en parlait, il y a des implications de tous ces groupes financiers, forcément, si ils décident de se retirer de Russie, mais quelles sont ces conséquences économiques justement qu'ils pourraient ou qu'elles pourraient les entreprises et les groupes subir? Non, ça dépend complètement de leur présence en Russie et de la nature de leur présence. Certains groupes, on l'a vu avec la présidente d'Engie qui s'était exprimée dans les Échos il y a quelques semaines, ont essentiellement s'approvisionnent en Russie et ne sont pas directement présentes en Russie. D'autres entreprises sont très présentes, des entreprises comme Auchan qui ont des supermarchés en fait et qui assurent l'approvisionnement de la population. Et puis d'autres entreprises sont actionnaires d'entreprises russes. C'est le cas de la Société Générale par exemple. Donc les situations sont extrêmement différentes. Par contre, ce qui est intéressant, c'est ce que ça nous dit aujourd'hui, c'est-à-dire parfois, on se retrouve dans des situations tellement graves que le consommateur devient... Alors, visiblement, on a un petit problème de connexion avec vous, Sylvie Matelli. On va vous retrouver, j'espère, dans un instant. En attendant de rétablir cette connexion, Jean-Marc Sicuto, votre groupe, Leroy Merlin, il fait 18% à peu près de son chiffre d'affaires en Russie. Pour l'instant, il est toujours présent. Les magasins sont ouverts en Russie. Est-ce que vous demandez à vos dirigeants de se retirer de Russie? Alors, il faut bien prendre, il y a deux choses qui sont différentes. Tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir. Il y a aujourd'hui le cas ukrainien où il y avait 800 salariés qui aujourd'hui ont arrêté immédiatement de travailler et les 6 magasins sont fermés, on va dire, depuis l'invasion russe. C'est la guerre. L'entreprise aujourd'hui paye les salaires de ces salariés-là et aujourd'hui, s'ils veulent partir, on leur retrouve un emploi aujourd'hui, que ce soit en Pologne, en Roumanie ou même en France si nécessaire, avec aujourd'hui des cours de langue. Ça, c'est le premier cas aujourd'hui, c'est comme ça. Il y a le cas de la Russie. La Russie aujourd'hui, c'est 45 000 salariés. Là, on ne parle pas d'une paille, on parle de 45 000 salariés avec des familles derrière. Et là, c'est 90 000 personnes, grosso modo, à peu près, concernées. Donc là, on est aujourd'hui sur quelque chose qui vraiment touche l'humain au plus profond. C'est-à-dire, si aujourd'hui on ferme, on dit on s'en va comme ça, et on coupe les robinets, ben, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui et comment vont vivre aujourd'hui ces 90 000 familles aujourd'hui? Mais qu'est-ce que vous prenez alors dans cette situation? Parce que vous nous disiez tout à l'heure, j'entends bien le boycott et effectivement je me mets à la place des Ukrainiens, je voudrais qu'il se passe la même chose et en même temps vous ne pouvez pas lâcher vos collègues en Russie, c'est ça que vous dites? Exactement, parce que nous, on est un syndicat. Donc, un syndicat, aujourd'hui, c'est la personne qui nous intéresse en premier. Là, ce qui nous horrifie aujourd'hui, depuis pas mal de jours et depuis même pas mal de semaines, c'est le silence de l'entreprise. Il y a un silence interne et externe. Il n'y a pas de positionnement. Aujourd'hui, il n'y a aucun positionnement aujourd'hui sur ce qu'on va faire pour les salariés. Et ça, c'est pas acceptable. Il faut qu'aujourd'hui, que Leroy Merlin se positionne et dise, voilà, aujourd'hui, on ferme. Alors attention, quand on dit on ferme, il faut regarder aujourd'hui ce qui s'est passé. Quand vous voyez McDonald's, quand vous voyez Ikea, ils ont fermé. Mais ils ont fermé combien de temps? Ils ferment 1 mois, 2 mois et ils continuent à payer les salariés. Donc c'est pas une vraie fermeture. Donc est-ce que Leroy Merlin doit fermer? Ça, c'est la responsabilité aujourd'hui de l'entreprise. Il y a aussi quand même, et je suis désolé de le dire, mais le gouvernement est aussi responsable dans cette histoire-là. On a une arme qui est forte, c'est le gaz. On coupe le robinet du gaz, c'est 750 ou 730, 750 millions de dollars aujourd'hui sur les caisses aujourd'hui. Là, le gouvernement, il prend pas de position. Il dit aux entreprises, débrouillez-vous. C'est votre responsabilité à vous. Et en même temps, là, on voit quoi? C'est le salarié qui est aujourd'hui en porte-à-faux entre le marteau et l'enclume. Et ça, c'est pas normal. Sylvie Matelli, vous avez entendu, parce que vous êtes à nouveau connecté avec nous, ce qui vient d'être dit sur ce plateau. Il y a évidemment la question du salarié, la question humaine, il y a aussi la question financière. Quand un groupe comme Leroy Merlin fait 18% de son chiffre d'affaires en Russie, est-ce qu'il peut, du jour au lendemain, purement sur l'aspect financier, arrêter ses activités ou est-ce que ça peut mener à la catastrophe? Excusez-moi pour la déconnexion tout à l'heure et j'espère que ça ne se reproduira pas. Alors effectivement, c'est une vraie question. Tout est toujours possible. On peut, comme le disait monsieur Sigouti tout à l'heure, on peut couper aussi le gaz russe. Et après, il faut en anticiper les conséquences. Et là, c'est bien plus compliqué. Et effectivement, ce sont des décisions qui doivent être prises. Mais attention, ne pensons pas qu'il n'y a que le risque financier qui peut impacter la décision de l'entreprise. Il y a aussi des risques, dont d'ailleurs des risques financiers, à rester. C'est le risque
réputationnel qui peut peser sur votre image de marque, qui peut entraîner un boycott. Donc aujourd'hui, les entreprises, elles sont obligées de mettre tout ça dans la balance. Et comme vous l'avez dit à l'instant, eh bien c'est vrai que partir, c'est pas forcément la solution la plus optimale pour les salariés qui vont se retrouver. Alors ils seront peut-être payés 2-3 mois, mais la guerre risque de durer bien plus longtemps. Et que se passe-t-il après? Donc on est vraiment dans des situations extrêmement compliquées où tout doit être pris en compte. Moi, ce qui m'étonne malgré tout, c'est que nos entreprises, comme nos États, d'ailleurs, vous l'avez très bien dit, Monsieur Sikuto, tout à l'heure, comme nos États se retrouvent démunis face à cette situation, n'ont pas vraiment anticipé quelle devrait être notre réaction et comment se préparer, alors que la situation est quand même difficile avec la Russie depuis 2014 et que nous avons imposé des sanctions depuis 2014. Donc c'est quand même assez extraordinaire qu'on ait à ce point négligé les enjeux géopolitiques et l'impact que pouvaient avoir ces enjeux géopolitiques et ces situations de crise et de guerre sur l'activité de nos entreprises, mais aussi sur nos dépendances, parce que la question du gaz rejoint tout à fait la question des entreprises qui restent ou qui partent de la Russie. Et est-ce qu'aujourd'hui la pression de la société civile, le fameux boycott dont on parlait tout à l'heure, pourrait faire basculer la situation? Vous évoquiez cette question de l'image, de la réputation. Pour l'instant, le boycott, il a lieu en Ukraine, mais s'il s'étendit en France, certains décident de boycotter les marques qu'on a évoquées. Est-ce qu'il y a des précédents qui nous montrent dans l'histoire qu'effectivement, ça peut faire basculer les choses? Alors, jusqu'à aujourd'hui, il me semble que les boycotts ont pu pénaliser des entreprises, mais de manière très temporaire. Et on oublie, le consommateur a peu de mémoire et oublie assez vite. Néanmoins, et ça a été évoqué au tout début de cette émission, néanmoins, on s'aperçoit que les lignes sont quand même en train de bouger, que vous avez des ONG qui sont de plus en plus militantes et actives sur ces questions-là, des consommateurs également qui souhaitent s'engager sur un certain nombre de choses, et puis surtout, par-dessus tout, vous avez de plus en plus des acteurs financiers qui regardent aussi ces questions de responsabilité environnementale et sociétale, mais aussi d'environnement social et gouvernance, tous ces critères-là, ces nouveaux critères qui impactent de plus en plus sur les choix d'investissement pour une bonne et simple raison, c'est que, on l'a dit à l'instant, les situations de crise, les situations géopolitiques difficiles représentent de véritables risques financiers que l'on doit intégrer quand on investit dans une entreprise. Vous restez avec nous, Sylvie Matelli. Bernard Millet, Christophe Castaner qui dit hier que les entreprises qui ne sont pas stratégiques devraient partir, quitter la Russie. Est-ce que ça, selon vous, ça peut être un compromis acceptable ? Je ne sais pas exactement ce que veut dire d'ailleurs entreprise stratégique ou pas dans la bouche de Monsieur Castaner. C'est vrai que le dossier était par Matelli comme par vous, il est d'une complexité extrême. Les sanctions doivent viser les oligarques et les entreprises russes qui soutiennent le gouvernement. Est-ce que une entreprise qui fait de la distribution de produits, y compris français, auprès des consommateurs russes, est un problème vis-à-vis de la guerre? En revanche, l'importation de gaz, l'importation de pétrole, l'importation de minerais, ça c'est un problème majeur de financement de la guerre. C'est sans doute pas Auchan qu'il est, même si symboliquement ça peut apparaître important. Mais Total Energy par exemple, qui dit avoir arrêté ses investissements en Russie et qui dit cet après-midi avoir arrêté d'ici fin 2022 tout achat de pétrole ou de produits pétroliers russes. Là, on est dans la stratégie. D'une manière, c'est assez clair. Donc je crois qu'il faut faire la part des choses entre les uns. Et Sylvie Matelli l'a bien vu. L'un des problèmes majeurs, alors qui n'est pas français, qui est un problème d'Union européenne, du fait de ce qu'a été la politique allemande et italienne en partie, d'approvisionnement massif auprès de la Russie sur le gaz, sur le pétrole et sur d'autres minerais, crée aujourd'hui une difficulté qui, en termes d'indépendance économique et militaire, et politique, nous pose des problèmes. Donc il faut voir à long terme comment régler ça. Et je pense que cette crise a mis l'accent là-dessus. Alors, il y en aura d'autres. Il faudra peut-être aussi voir la dépendance technologique vis-à-vis d'autres pays qui posent le même type de problème s'il devait y avoir une crise demain. Jean-Marc Sikuto, comment est-ce que vous envisagez les prochaines semaines dans votre groupe et en rapport à la fois avec les salariés ukrainiens et les salariés russes?
C'est compliqué parce qu'il y a une pression interne aujourd'hui. Alors des salariés qui veulent de l'information et aujourd'hui on a une direction qui ne donne pas d'informations. On a aussi une pression ukrainienne. Les boycotts, tous les ensembles aujourd'hui qui passent sur les réseaux sociaux s'entendent et je dirais les salariés français, espagnols, italiens, parce que le groupe fait 150 000 quand même collaborateurs, c'est pas rien. Je vous rappelais quand même que les Russes c'est 45 000 sur les 150 000. Donc il y a toute cette pression-là qui aujourd'hui naît et on demande aujourd'hui à ce que l'entreprise se positionne et donne aujourd'hui son point de vue. Après, nous, notre travail en tant qu'organisation syndicale, c'est de dire il faut protéger aujourd'hui les salariés salarialement et aujourd'hui et aussi leur sécurité. C'est les deux points essentiels et tout en pensant à nos collègues ukrainiens qui eux vivent une véritable catastrophe. Mais ça veut dire que vous pourriez être d'accord par exemple sur le fait que en Russie, tous les magasins Leroy Merlin ferment mais qu'on continue à donner son salaire à chaque salarié comme c'est le cas en Ukraine? On l'exigera comme en Ukraine. On ne va pas rajouter de la misère à la misère. C'est 45 000 et comme je vous ai dit, c'est 90 000 personnes. Ça va créer de la misère supplémentaire. C'est pas le but aujourd'hui du jeu. On va pas, et aujourd'hui, on va pas jeter la balle à côté. Donc chacun doit prendre ses responsabilités. Si l'entreprise ferme ses magasins, à ce moment-là, les salaires, nous, on exigerons que les salaires soient payés. Merci infiniment Jean-Marc Sicuto et Sylvie Matelli d'avoir été avec nous pour évoquer cette question des entreprises françaises qui continuent de fonctionner en Russie. Merci aussi à vous, Bernard Millet, d'avoir été à nos côtés pour évoquer cette question de la guerre en Ukraine et de ses implications. On va retrouver à présent vrai ou fake.